Donc, bonjour à tous, merci de votre participation pour ce webinaire qui est un webinaire unique parce qu'il réunit en fait deux écosystèmes, deux PCN, le PCN Espace, qui aura aussi une présentation sur les appels à projets qui vont être en particulier centrés sur la data, la donnée spatiale, pardon, et qui profitent très généreusement aux activités aussi des acteurs du numérique, d'où cette idée de réunir les deux écosystèmes et de vous présenter des réussites, des expériences et aussi des stratégies, et puis également des dispositifs. Donc, deux équipes, comme je le disais aujourd'hui, pour vous rendre cette session la plus dynamique et la plus instructive, espérons-le, et vous donner aussi envie de monter des appels à projets européens, notamment dans le cadre du programme Horizon Europe, que nous pilotons au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, je suis Isabelle de Sutter et également nous avons deux équipes qui sont à votre disposition. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre premier intervenant qui est Monsieur Hugo Gonzalez. Et c'est, pardon, du CNES, absolument. Voilà, j'ai mes collègues en face de moi. Donc, Hugo, the floor is yours et merci à vous. Donc, bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Donc, je remplace Monsieur Jacques B.S. Garcia. Il est responsable de l'équipe sur la donnée. Et donc, je viens pour vous parler un peu de comment la donnée spatiale, elle peut vous apporter de la valeur sur l'activité. Donc, aujourd'hui, ce qui est très su de tout le monde, c'est que le numérique, c'est un déclencheur d'une révolution. Et il a transformé notre vie et le spatial, il peut y contribuer. Aujourd'hui, le spatial, c'est un élément clé pour pouvoir comprendre notre pays et notre planète. Et donc, le CNES et les agences spatiales ont fait le nécessaire pour essayer d'apporter cette composante pour enrichir toute l'activité associée au numérique. Donc, il faut comprendre qu'il y a tout un ensemble d'infrastructures spatiales, lesquelles elles peuvent apporter beaucoup de valeurs. Et normalement, on les compte sur trois secteurs qui vont avoir une contribution importante dans les domaines du numérique. D'un côté, les systèmes de communication spatiale. D'un autre côté, la navigation et finalement l'observation de la Terre, qui peuvent être représentés dans ces schémas par Pléiades ou les satellites sentinelles de la constellation Copernicus. Le travail du CNES et des agences, c'est d'arriver à connecter le spatial avec le non spatial. On a utilisé le spatial pendant très longtemps pour certaines missions régaliennes, mais on peut aller au-delà pour des missions de tout type. Et donc, cette démocratisation de la donnée spatiale, c'est quelque chose qu'on voit s'éveiller petit à petit et c'est une source de valeur pour notre pays et pour nos industriels. Le CNES, pour participer dans cette initiative, a mis en place un programme qu'on appelle Connect by CNES, de façon à pouvoir accompagner l'ensemble de l'écosystème et stimuler le développement économique, sociétal et environnemental au niveau de la France. L'idée, c'est de proposer, aider et faire émerger une utilisation innovante de tout ce que le spatial peut apporter. Et on a choisi de concentrer nos efforts sur plusieurs domaines, notamment les domaines de la mobilité, les domaines de l'environnement avec l'agriculture et aussi sur les domaines de la santé. Vous pouvez voir que les dispositifs du CNES, ils considèrent toutes les étapes nécessaires pour faire émerger. Donc, d'un côté, il y a toute la partie associée à l'idéation, l'incubation, à l'accélération. Il y a aussi la promotion, la formation, les financements. Et
un support en expertise et en propriété intellectuelle au niveau des brevets. Si on regarde ce qui a été fait pendant ces dernières années au niveau du CNES, on peut voir que l'idéation et l'incubation a permis la création de plus de 160 startups. Certaines, elles sont à l'origine des sémages d'équipes du CNES, mais il y en a d'autres qui viennent de tous les secteurs. Et donc, on peut nommer quelques cas assez intéressants, issus des processus d'idéation, comme c'est le cas des CareMap ou les cas de la télescope. De même, on a des laboratoires qui permettent d'accompagner les sociétés. Donc, les laboratoires de l'observation de la Terre, César, ou les laboratoires de navigation, ce qui permet d'accompagner et faire découvrir l'utilisation du spatial pour les entités qui sont intéressées. De même, on va avoir des financements qui se déroulent au sein du CNES ou avec des partenaires comme l'ESA, avec plus de 25 millions d'euros déjà accumulés en termes d'aide. Et on a une forte activité sur la promotion et sur la formation afin de pouvoir apporter une connaissance plus large de ce que le spatial il peut apporter aux différents secteurs de l'économie. Si on va plus dans les détails du spatial et de ces données spatiales, aujourd'hui, on peut la trouver sur plein de domaines, que ce soit au niveau de l'environnement, des territoires, les images, les suivis des conteneurs. On a plein d'exemples à travers duquel on peut utiliser le spatial pour le développement des activités économiques. Notamment, le spatial, il est très intéressant pour essayer de combler le manque d'information lors d'une situation d'asymétrie d'information. Ça veut dire, pour certains acteurs qui sont intéressés pour des informations dont ils ne disposent pas, le spatial, il peut leur accompagner. Notamment, on peut donner des exemples comme des acteurs de la grande distribution qui, à travers des satellites, ils arrivent à identifier quel est le taux de remplissage des parkings de certains concurrents. Il y a aussi des cas d'informations concernant les niveaux de remplissage des barrages, à travers duquel des acteurs de l'agriculture ils peuvent identifier, évaluer quelles sont les capacités en termes de négociation pour l'irrigation. On peut avoir aussi l'intérêt d'un pays pour savoir ce qui se passe au niveau des fleuves du voisin quand on est à l'aval d'une rivière et c'est une ressource très importante. Et de même, un armateur, il peut suivre ces bateaux, mais aussi les conteneurs et savoir dans quel état ils sont en train d'évoluer lors de tous les transports. Il y a, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être développées et c'est avec les outils dont on dispose et la créativité des différents secteurs de l'industrie qui nous permet d'aller plus loin pour proposer ces données-là à l'usage de tous les acteurs de l'industrie et de tous les secteurs. En termes de marché, aujourd'hui, on peut identifier que traditionnellement, les secteurs des télécommunications, c'était celui qui a développé le plus les- le- la partie de l'aval. Et c'est la télévision, c'est la téléphonie, c'est actuellement l'Internet qui sont les moteurs de cette partie-là. Avec l'arrivée de la navigation par satellite, il y a eu un développement très important de ce secteur-là. Et donc, on a pu voir une forte augmentation d'utilisation. Finalement, il y a les secteurs d'observation de la Terre avec un développement qui reste plus faible, mais qui aujourd'hui, on considère avec un gros potentiel, car ce secteur-là, il est au même niveau qu'on avait pu voir les télécoms ou la navigation il y a quelques années. Aujourd'hui, on a besoin
de démocratiser l'utilisation de l'observation des données de l'observation de la Terre afin de pouvoir extraire la valeur pour les différents pans de l'économie. Si on va sur ce secteur de l'observation de la Terre, on peut voir que le secteur de l'aval, il reste aujourd'hui un secteur minoritaire par rapport au secteur de l'amont. Dans les domaines du spatial, on parle de l'amont sur l'infrastructure, celle qui est en orbite ou celle qui est au sol, et on parle de l'aval pour ce qui est du marché associé aux applications. Aujourd'hui, ce secteur, il est aux alentours d'entre 2, 3, 4 milliards. Il faut voir que les chiffres sont de 2017. Néanmoins, la capacité à développer ces marchés-là, il est fort, elle est forte et on considère qu'on pourrait avoir de plus en plus de services dans les années à venir. Aujourd'hui, les opérateurs de services et des données dans ce secteur-là, ils sont très concentrés. C'est traditionnellement un secteur avec un faible nombre d'acteurs. Néanmoins, les développements technologiques et la réduction du coût de lancement, ils font émerger toute une série d'acteurs qui vont développer davantage des services et davantage des données. C'est ce qu'on appelle les new space. On a vu arriver dans les secteurs du spatial depuis, depuis quelques années des acteurs privés qui ont investi sur ces secteurs-là afin de développer des informations qui sont complémentaires à celles que les acteurs publics ils étaient en train de proposer. Donc, même si on voit qu'il y a une forte utilisation pour les aspects de la défense et du public, et des secteurs publics, on voit de plus en plus d'acteurs qui sont intéressés pour développer des applications dans les domaines des services, de l'industrie et de l'agriculture. Et donc, les quelques acteurs qui sont affichés sur les graphiques à droite, ils commencent à être complétés par des acteurs nouveaux qui arrivent et même des acteurs qui commencent à envisager à développer des instruments pour leur usage propre, car les barrières d'entrée pour ce secteur-là, elles sont devenues beaucoup plus réduites. Donc, vous avez quelques exemples de constellations qui sont en train d'être mises en place. Et on peut voir qu'aujourd'hui, c'est le secteur d'observation de la Terre qui voit émerger le plus grand nombre de nouvelles initiatives, ce qui implique que dans les années à venir, on va avoir toute une panoplie de données de plus en plus diverses qui vont permettre de développer des services très riches. On est convaincu au niveau du CNES que au niveau des services, il va être important de pouvoir fusionner les données. Et on commence à voir déjà des services qui commencent à mélanger des données optiques, des données radars, pour pouvoir offrir un service beaucoup plus complet à ses utilisateurs. Mais il y en a davantage. Donc, vous avez ici, par exemple, des données AIS, des données météo, de l'altimétrie, de la donnée infrarouge. Et chacune de ces données-là, elles ont un avantage, elle permet de compléter l'information dont vous avez besoin pour rendre un service qui est utile pour vos utilisateurs finaux. Donc, un autre point qui est extrêmement intéressant, c'est que ces données-là, elles deviennent de plus en plus massives. Il y a quelques années, on disposait de quelques satellites qui prenaient quelques images. Aujourd'hui, avec la famille Copernicus, sur un an, on est capable de stocker autant d'informations qu'on a fait pendant les 32 dernières années avec les familles précédentes. Et avec toutes les constellations des nouvelles générations qui vont être développées et déployées dans les années à venir, probablement, sur l'espace d'une journée, on aura autant de données qu'on aurait eu
sur les 30 années précédentes. Donc, c'est grâce au numérique, au développement du big data et de l'intelligence artificielle qu'on est capable d'extraire les informations qui vont bien pour pouvoir créer de la valeur. Et donc, on a toute une panoplie des données qui sont à votre disposition pour pouvoir y accéder. Donc, comme je vous disais, ça nous permet d'avoir une explosion des services. Aujourd'hui, grâce au programme Connect by CNES, on accompagne des sociétés dans des domaines divers et variés, que ce soit l'agriculture de précision, l'occupation des sols, les courants marins. Et tous ces projets-là, ils ont toujours un client derrière qui va utiliser ces données-là, notamment la société Terranis. Elle accompagne les agriculteurs afin de pouvoir identifier les niveaux d'humidité des sols et faciliter et optimiser les pratiques d'irrigation pour certains agriculteurs. D'un autre côté, on a des projets en coopération avec des conseils départementaux afin de pouvoir identifier les frises qui ne sont pas cultivées et qui permet d'optimiser l'utilisation des sols d'un département. De même, sur les sujets, sur les courants marins, on peut avoir un intérêt pour optimiser la trajectoire des bateaux de façon à pouvoir réduire la consommation en carburant et pouvoir optimiser l'ensemble des processus. Donc, toutes ces informations, elles permettent d'aller plus loin sur des pratiques habituelles et grâce aux satellites, on peut apporter ce type de valeurs. Aujourd'hui, un des points sur lesquels le CNES est en train de se focaliser, c'est sur faciliter la connexion entre les acteurs qui ont de la donnée et les acteurs qui ont besoin de la donnée. C'est pour cette raison qu'on a lancé un projet avec la société d'AWEX qui s'appelle Space Data Marketplace. Donc, M. Lafaille, il va pouvoir présenter plus tard ce sujet-là. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir faire une plateforme d'intermédiation qui permettra de connecter ces acteurs de la donnée avec les acteurs qui vont l'utiliser. Et donc, on est en train d'embarquer un certain nombre de fournisseurs de données de façon à qu'on puisse dynamiser tout cet écosystème. Mais on en parlera plus tard. Il faut aussi noter que les domaines du spatial, c'est un domaine où il y a une forte innovation. Et donc, les satellites qui étaient utilisés il y a quelques années sont fort différents de ce qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, car on est en train d'ajouter des capacités pour pouvoir obtenir des résolutions plus importantes. On réduit les coûts, ce qui nous permet de lancer plus de satellites et avoir une résolution temporelle aussi plus importante. On arrive à faire des capteurs qui permettent d'obtenir des mesures et donc des données qui sont plus variées, nous permettant d'aller obtenir des informations plus riches. Par exemple, vous avez en bas à droite un nouveau satellite chinois avec une capacité de couvrir sur une seule orbite une largeur de 136 km avec une résolution de 75 cm, ce qui permettrait grosso modo avec un seul passage de prendre l'image de, de certains pays et sans avoir besoin d'avoir un satellite qui soit beaucoup plus dynamique ou beaucoup plus agile et prendre plusieurs images. Donc, les thématiques qui peuvent être adressées sont nombreuses. Je vous indiquais que le CNES s'est focalisé sur les aspects environnement, agriculture, et mobilité et santé. Néanmoins, il y a aussi énormément de sujets annexes, comme ça peut être les risques, comme ça peut être les domaines de l'assurance, les fintech. Même, on discute avec un autre acteur sur les aspects de la proptech. Donc, il y a énormément d'utilisations qui peuvent profiter des données satellitaires. Donc, on peut donner aussi un exemple, notamment de la société Keros. Donc, on a arrivé à fusionner l'expertise métier avec la donnée spatiale de façon à pouvoir identifier des données associées au domaine de l'énergie qui sont tout à fait
pertinentes et ils leur ont permis de se positionner en tant qu'un fournisseur officiel pour le New York Times, Forbes, CNBC. Et, tout en fusionnant différents types de données. Donc, vous voyez dans l'image qu'il y a du SAR, il y a de l'infrarouge, il y a aussi de l'imagerie tout courte et une fusion avec des données des réseaux sociaux. Donc, cet acteur-là, il a émergé grâce à une forte connaissance et à la donnée satellite. On a aussi la société QuantCube qui va parler juste après, qui est un acteur majeur des prévisions macroéconomiques et financières à l'appui de la donnée satellitaire. On arrive à suivre la production de l'agriculture, élément critique pour les prévisions et pour les indices économiques. Donc, et toute cette capacité à suivre les ressources, ça permet de positionner ces acteurs dans une relation très importante avec le satellite, car c'est une des données importantes fusionner avec les autres pour pouvoir apporter la valeur ajoutée à ses clients. Donc, qu'est-ce qui peut vous apporter le CNES aussi? C'est une offre de service pour pouvoir apprendre à utiliser cette donnée-là et pour pouvoir l'incorporer à votre business de façon à pouvoir créer plus de valeur et enrichir l'offre que vous allez apporter à vos clients. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin, car les différents laboratoires du CNES, que ce soit en observation de la Terre, ou que ce soit en télécom, ou que ce soit en IoT, ils pourront vous ils pourront vous accompagner et vous conseiller sur la façon d'utiliser ces données-là. Donc, avec ceci, je vais finir mon attention, ma présentation. Je vous remercie de votre attention et donc, c'est ouvert pour des questions, s'il y en a. Nous avons une question. Donc c'est Yanis Amimi qui souhaiterait en fait avoir quelques exemples de l'usage des données d'occupation du sol. Pour l'occupation du sol, donc on a plusieurs façons d'utiliser ces données-là. D'un côté, par exemple, on a eu une sollicitation de certains acteurs pour identifier quels étaient les différents types de cultures dans les domaines de l'agriculture. Aujourd'hui, grâce à la donnée satellitaire, on arrive à savoir si un champ, il était du blé, il était du maïs ou il était d'un autre type de culture. On a aussi, par exemple, une sollicitation de la part de la Banque de France sur l'intérêt à monitorer les taux d'urbanisation de certaines villes. Donc, ce qui permet d'identifier aussi si il y a une forte croissance ou pas. Aujourd'hui, on commence aussi à utiliser le satellite, par exemple, pour les aspects du cadastre. Et donc, on a tout un ensemble des ressources différentes qui permet d'aller même plus dans les détails. On avait aussi un autre projet qui permettait d'essayer d'identifier les périodes des récoltes des céréales ou de certaines cultures pour des acteurs de l'assurance, car ils voulaient pouvoir facilement identifier si, si un champ il avait été récolté ou pas suite à des demandes d'assurance. Donc, mais je pense que la société QuantCube, elle pourra vous donner aussi davantage de données parce qu'ils y travaillent tous les jours sur des sujets comme ça. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors j'ai une question de Philippe Chaurier. Est-ce que vous avez une évaluation de la croissance prévue dans les 5 à 10 ans, la question a bougé, à venir sur le marché des applications utilisant la donnée d'observation de la Terre? Alors, on peut trouver des chiffres et il y a des consultants spécialisés sur ces domaines-là. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais par contre, j'ai des chiffres qui peuvent montrer un peu l'évolution de cet écosystème. Dans les domaines du support financier qu'on fait au CNES, et on a eu une croissance des demandes des supports pour développer des services qui était très important, avec un budget
initial qui était aux alentours des 1 000 000 il y a 6 7 ans, pour une période de 3 ans. Après, on est passé à 5 000 000 en termes entre 5 et 8 millions en termes des supports. La dernière ministérielle, on était à 15 millions et on est en train de demander un support bien plus important pour 25 30 millions en termes de supports aux industriels. Après, il faut voir quels sont les facteurs, heu, les bras de levier qu'on peut faire là-dessus. Mais aujourd'hui, certains acteurs, comme Euroconsult, ils évaluent le marché à quelques centaines de millions d'euros sur les quelques années qui viennent. Mais il faudrait que je regarde plus dans les détails les chiffres, je ne les ai pas en tête. Alors, j'ai encore, 2 questions. Donc j'ai une question de Jérôme Rollet. Existe-t-il un référentiel de partenaires, capables de fournir des prestations en data science, pour exploiter justement la donnée? Alors, aujourd'hui, il faut voir que souvent, on a des acteurs qui sont spécialisés sur différents types d'expertise. Donc, le plus facile, c'est peut-être se mettre en relation avec le CNES, pouvoir discuter de quel est le type de besoins et à partir de là, on pourrait leur aiguiller vers les acteurs, qui pourront leur apporter les services les plus adaptés. C'est parce qu'il y a tellement de données différentes qui peuvent avoir aussi des gens qui disposent d'expertises différentes. Mais vous pouvez contacter monsieur Jacques Beat Garcia ou moi-même. Je pourrais mettre mes coordonnées dans le chat, de façon à qu'on puisse discuter de ce point-là Alors, dans le détail. encore 2 questions, Hugo. Donc, Oui. d'Anthony Graveline. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer la période à laquelle les images, CO3D seront disponibles pour le privé et les modalités de revisite, et si ça fonctionne en archive, tasking? Alors, aujourd'hui, j'ai pas cette information avec moi. Je ne suis pas directement associé à ces programmes-là. Je sais que le programme il est en train d'avancer. Normalement, on devrait avoir 4 satellites disponibles. Les images, elles devront être disponibles commercialement, car c'est l'entité Airbus qui développe ces- cette constellation avec les supports du CNES. Mais je ne saurais pas vous dire la date. Je peux me renseigner et, et apporter cette information un peu plus tard. Merci, Hugo. Alors, une question de Richard Barré. Avez-vous une vision d'une ah non, je n'ai peut-être non, le CNES compte-t-il relancer des appels alors là, c'est Eric, heu, Ghisonatto et donc le CNES compte-t-il, relancer des appels à projets pour le développement d'applications spatiales innovantes comme par le passé? Mais aujourd'hui, il y a déjà un appel d'offres qui est en cours pour des applications associées à CO3D et à des activités sur l'infrarouge. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Sur les domaines des Connect Bikeness, il y a un support à des propositions de l'industrie pour développer des applications dans ces thématiques-là, dans toutes les thématiques. Le seul point, c'est qu'on est dans une logique pour ce dernier-là, pour ce dernier appel d'offres. Ça s'est fait à travers de l'Agence spatiale européenne avec un support du CNES. Et on est dans une logique d'accompagnement d'initiatives de l'industrie, car pour développer des activités économiques, ce n'est pas le CNES qui va commercialiser le service, mais qui va accompagner avec un financement de l'activité. Donc, s'il y a un acteur qui veut développer une, euh, une application innovante à caractère commercial, ils peuvent me contacter ou contacter M. Béas Garcia
et on peut leur accompagner, pour le développement de cette application-là. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il est, on va dire, un guichet ouvert. Il est permanent et donc on a accompagné plus de 70 sociétés dans cette approche-là ou dans cette logique-là, dans les dernières années. Merci. J'ai encore une dernière question donc, de Richard Barré. Avez-vous une vision du nombre de sociétés, en France, puis en Europe, qui existent, déjà et qui peuvent en fait répondre au marché de l'observation de la Terre en fait, de la donnée observation de la Terre, exactement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est on est en train de faire cette cartographie. Heu, les dernières années, dans les cadres du projet du programme, Pulsar que je pilote, on a, comme je vous ai dit, on a supporté plus de 70 sociétés et je suis convaincu que il y a certaines sociétés qui ne sont pas passées par ces programmes-là, donc on pourrait être autour d'une centaine. Après, vous avez au niveau européen une, organisation, qui s'appelle EARSC, EARSC, qui va grouper les différents acteurs de l'observation de la Terre qui travaillent avec ce type de données et donc ils pourraient être déjà une bonne référence là-dessus. Et à cet effet, vous trouverez dans le chat, un document qui a été envoyé, par, je pense, une collègue, Hugo. C'est Anna Christoffel et vous avez donc un appel à projet évoqué en lien avec la 3D et l'infrarouge. Donc marché CNES, entreprise, consultation. Voilà, vous avez un lien pour, la personne qui avait posé cette question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou vous voulez passer à la prochaine présentation? Je vois qu'il n'y a plus de questions, pas de main levée, donc on va enchaîner. Merci beaucoup, Hugo, c'était, très, très intéressant. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses et je vais donner la parole donc, vous l'avez cité, c'est donc, la société QuantCube et donc Alice, Froidevaux qui va nous parler, eh bien, de l'activité de QuantCube et puis, cette activité croisée avec la donnée qui est une activité numérique et j'aurai plaisir à découvrir, ce que je ne sais pas encore. Merci. Alice, le Oui, floor. très bien. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Donc effectivement, je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui comment est-ce que à QuantCube on intègre les données qui proviennent de l'imagerie satellitaire pour créer des indicateurs macroéconomiques et financiers. Et donc moi-même, je suis lead data scientist chez QuantCube et donc je travaille vraiment spécifiquement sur le développement de produits et d'applications business basées sur l'utilisation de ce type d'images. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous donner un peu de contexte sur la société QuantCube Technologies pour que vous compreniez pourquoi on s'est tourné vers l'utilisation des images satellitaires. Et après, je ferai un petit focus sur un secteur de l'économie pour vous présenter un petit peu la démarche. Alors, à propos de QuantCube, donc QuantCube, c'est une fintech qui a été créée en 2013 et qui crée des indicateurs macroéconomiques et financiers à partir de tout type de données alternatives. Donc effectivement, on va avoir 3 couches de valeur dans la société. La première, c'est la donnée alternative qu'on va créer, donc ce dataset qui est l'un des plus diversifiés en termes de typologie de données, où on va avoir des données textuelles, géospatiales, géolocalisées et aussi des données structurées. Donc pour vous donner quelques exemples, typiquement quand on parle de données textuelles, on va analyser les données des réseaux sociaux, des news, des blogs financiers, pour voir par exemple faire de la prédiction d'élections politiques ou voir l'adoption d'un nouveau produit lorsqu'il est lancé par une entreprise. Ou sinon, on va aussi analyser toutes les offres d'emploi en temps réel pour voir quels sont les secteurs de l'économie qui recrutent le plus ou le moins. Sinon, on va donc avoir les données géospatiales où là, on aura les images satellites, qu'elles soient optiques, atmosphériques ou radar. Et c'est ça que je vous présenterai peut-être un peu plus en détail par la suite. Les données géolocalisées où on va suivre par exemple plus de 70 000 navires dans le monde pour estimer l'importation et l'exportation en temps réel. On va aussi suivre le trafic aérien ou les données télécom pour d'autres applications.
économique, et on va aussi analyser des données un peu plus structurées telles que les prix. Donc ça, c'était la première couche de valeur, vraiment cette donnée alternative. Ensuite, on va avoir une expertise pour l'analyser, parce qu'on n'analysera pas de la même façon les images satellitaires que des données textuelles, par exemple, où là, on va avoir des équipes de data scientists spécialisées en computer vision et en analyse de texte, et on va travailler notamment en collaboration avec le CNES, avec l'ESA et avec d'autres laboratoires plus spécialisés de recherche selon les sujets qu'on va traiter. Et enfin, la dernière couche de valeur, c'est qu'on pense toujours en termes d'application. Donc nous, nos clients, ce sont des financiers, des banques, des fonds d'investissement, des corporates qui vont vouloir intégrer ces indicateurs macroéconomiques dans leur stratégie d'investissement court, moyen ou long terme. Et donc on pense toujours à quel est leur besoin, quel est l'indicateur macroéconomique qu'on veut créer. Et ensuite, on identifie la donnée dont on a besoin et on l'analyse. Donc on pense toujours en termes application. Et pour cela, on est soutenu par des experts en finance et en économie qui vont nous accompagner dans le développement de nos indicateurs. Et notamment sur les investisseurs, on a des investisseurs minoritaires avec Moody's et la Caisse des dépôts au sein de la société. Sinon, on est aussi une référence en macroéconomie Nowcast où on a plusieurs publications, que ce soit avec l'OCDE, la World Bank et des organismes statistiques. Donc, pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de vous dire, on voit sur cette slide les trois couches de valeur. Donc, on part vraiment de notre base de données alternatives. Vous voyez ici, par exemple, des images de pollution qui vont nous servir à suivre la production industrielle, de trafic maritime ou de texte en multilingue, parce qu'on fait vraiment de l'analyse textuelle en multilingue sans outils de traduction. Et au milieu, vous avez la création de séries temporelles. Donc, notre rôle, ça va vraiment être d'extraire de l'information d'une donnée non structurée pour en créer un indicateur série temporelle qui évolue dans le temps pour suivre l'économie ou la finance. Ça peut être le PIB, l'inflation, la consommation, le marché de l'emploi, etc. Et en fait, l'avantage qu'on va donner à nos clients, c'est d'avoir accès à cette information macroéconomique et financière en temps réel. Donc avant la publication des organismes statistiques qui, eux, vont publier ces grandes variables macroéconomiques avec 3 à 6 mois de retard, par exemple. Et enfin, ces indicateurs vont leur servir pour eux, pour faire des stratégies d'investissement et des cas d'usage spécifiques à leur business. Donc peut-être pour finir un peu cette présentation high level sur QuantCube avant de rentrer dans les détails, aujourd'hui on est devenu une référence en macroéconomique en temps réel et notamment on a publié des articles sur notre méthodologie, que ce soit avec des utilisateurs, donc très orientés business, avec notamment nos publications avec JP Morgan, Moody's, le Crédit Agricole par exemple, et des publications beaucoup plus orientées recherche, avec notamment le financement d'une chaire sur la macroéconomie en temps réel. Donc peut-être maintenant pour vous expliquer comment on en est arrivé à l'analyse des données satellitaires, c'était en discutant notamment avec le CNES qu'on s'est rendu compte que le satellite pouvait vraiment nous apporter beaucoup d'informations parce que les images satellitaires avaient plusieurs avantages. Notamment, c'est que ça pouvait donner une information quantitative et comparable au niveau des pays, parce que c'est le même satellite qui va prendre des images partout dans le monde. Et comme vous avez pu le voir, on s'intéresse à la macroéconomie, donc on s'intéresse à des indicateurs macroéconomiques qui soient en Chine, aux États-Unis, en Europe, par exemple. Donc cette comparabilité est très importante pour nous. On a aussi un avantage de granularité parce que le satellite va nous permettre de pouvoir zoomer au niveau d'un actif, donc d'une usine, mais aussi au niveau d'une région ou d'un pays. Donc on va avoir beaucoup plus de granularité d'informations grâce au satellite. Ça va aussi nous apporter une information qui est transparente, donc qui ne dépend pas de publications officielles des gouvernements ou des sociétés, mais vraiment d'un satellite donc, qui a une mesure uniformisée partout dans le monde. Et on va aussi pouvoir accéder à des données historiques. Donc en fait, quand on a un peu compris tous ces avantages du satellite, ça nous a paru comme une évidence qu'il fallait qu'on l'intègre dans la création de nos indicateurs macroéconomiques et dans notamment le suivi, notre intelligence sectorielle. Parce que la démarche qu'on va avoir sur la création de nos indicateurs macroéconomiques est très fondamentale. C'est-à-dire qu'on va d'abord comprendre quels sont les secteurs qui expliquent le plus l'économie des pays qui nous intéressent, que ce soit donc la Chine, les États-Unis ou la France. Et ensuite, pour chacun de ces secteurs, on va identifier les sources de données qui peuvent nous permettre d'évaluer la santé de ce secteur en temps réel.
Et donc, grâce aux satellites, en fait, on a ajouté une valeur ajoutée à notre produit existant en apportant donc plus de granularité et d'informations sur certains des secteurs de l'économie. Donc, vous avez un peu des exemples ici sur cette slide où on a des indicateurs macroéconomiques qui ont été créés notamment à partir d'images, notamment l'agriculture, où là, on va faire du suivi. Hugo en parlait un petit peu de rendement agricole en temps réel à partir d'images optiques, satellites, mais aussi en couplant ça avec des données météorologiques. Donc on est toujours dans ce croisement de données pour avoir plus d'informations sur les variables qu'on veut suivre. Donc là, dans ce cas-là, sur l'agriculture. Vous avez aussi l'exemple de la pollution, où là, on va analyser des images qui proviennent du satellite Sentinel-5P, et on analyse la pollution de l'air pour suivre la production industrielle, qui est une variable très importante du PIB. Vous avez aussi l'exemple du stress hydrique, où on va coupler à la fois l'information qui provient de satellites optiques, tels que Sentinel-2, mais aussi de données météorologiques pour suivre en temps réel le stress hydrique, qui va impacter plusieurs secteurs de l'économie qui sont dépendants de leurs ressources en eau douce, que ce soit l'agriculture, mais aussi certaines industries. Et après, on a d'autres indicateurs qui sont aussi liés à l'environnement que je vous présente pas trop ici, mais on va mesurer l'impact environnemental de certains secteurs et de certaines industries en utilisant des images satellitaires. Donc, par exemple, en mesurant la déforestation pour l'industrie minière, l'impact sur la biodiversité et tout ce qui est lié au risque physique. Donc vous voyez que l'utilisation du satellite nous a vraiment permis d'ajouter une couche de valeur sur notre produit existant qui utilisait déjà des informations textuelles, des informations géolocalisées et des informations plus structurées, et nous a permis aussi d'avoir plus de granularité au niveau de chaque secteur de l'économie. Et c'est pour ça que je vous propose de faire un petit focus sur un des secteurs de l'économie qui est l'immobilier, qui effectivement est un secteur assez important, et on a donc été accompagné par nos clients et nos pilot users pour définir un peu le produit autour du real estate. C'est vrai que je parle de pilot user, c'est toujours dans cette idée qu'on est vraiment orienté business, donc on pense toujours en termes d'application, et à chaque fois qu'on va créer un nouveau produit, on va être accompagné d'un pilot user, donc un de nos clients financiers et institutionnels, qui va nous permettre de bien définir les besoins du marché et de créer un produit qui réponde vraiment à leurs besoins. Donc typiquement pour le secteur de l'immobilier, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir suivre les investissements en fonction du type d'immobilier, que ce soit résidentiel, commercial ou logistique, et donc de pouvoir voir tous les dynamismes qu'on va avoir sur le secteur et au niveau de certaines régions. Donc là, on comprend que le satellite apporte beaucoup, parce qu'il permet vraiment de zoomer sur certaines régions. Et donc quand on a penser ce produit real estate, on a identifié plusieurs indicateurs d'offres et de demande, donc toujours pour comprendre l'offre et la demande. Ici, j'en ai mis quelques exemples, donc typiquement suivre les nouvelles constructions, mais aussi suivre l'activité au niveau de certains bâtiments précis, notamment pour tout ce qui est commercial, que ce soit suivre l'activité des centres commerciaux, mais aussi de la production automobile, par exemple. On a aussi identifié tout ce qui était analyse de sentiments sur les promoteurs immobiliers en multilingue, et toutes les publications reliées à l'immobilier, avec aussi la récupération des prix autour de l'immobilier résidentiel. Donc là, je réappuie aussi sur ce que disait Hugo tout à l'heure, c'est que c'est un point essentiel pour nous de pouvoir coupler différentes sources d'informations. Typiquement, si on regardait que le satellitaire et qu'on voyait des nouvelles constructions dans une zone spécifique, on pourrait se dire, là, on imagine une croissance économique locale. Mais en fait, c'est en couplant cette information avec des informations de prix qu'on peut potentiellement voir qu'on a une crise immobilière. Donc pour nous, plus on a de l'information diverse, plus on arrive à sortir des indicateurs fiables sur l'économie et la finance. Donc pour créer cette brique d'intelligence immobilière, on a récupéré plein de sources de données, on a créé différents facteurs d'offres et de demande, et c'est ça qui donne une vue globale. Et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est plus la partie satellitaire qui a notamment été développée avec le soutien du CNES et de l'Agence spatiale européenne, où un des premiers objectifs, c'était de suivre les nouvelles constructions en utilisant à la fois des images basses et haute résolution.
où là, on va avoir, dans un premier temps, de la détection systématique de construction, donc de la détection de changement à partir de l'image optique, que je vais vous détailler un peu plus techniquement. Donc, on détecte une nouvelle construction et ensuite, avec de l'image plus haute résolution, on va zoomer sur ces nouvelles constructions pour pouvoir identifier le type de fonctionnalité du bâtiment et aussi le volume du bâtiment. Et ça, c'est notamment dans le cadre d'un projet AI4Geo dans lequel QuantCube intervient dans un consortium de 9 sociétés. Donc, sur la première partie de cette pipeline, l'objectif, c'est d'identifier les nouvelles constructions. Donc, pour ça, on va récupérer des images Sentinel-2 et on va estimer la croissance urbaine directement en kilomètres carrés. Donc, on a développé des algorithmes de prédiction basés sur du deep learning qui vont nous permettre d'extraire de l'information de l'image non structurée qui provient de Sentinel-2. Donc, vous voyez, en input sur la gauche, on a une image satellite et en output, on a notre masque urbain où on voit directement les zones urbaines qui sont identifiées. Je ne rentre pas trop dans tout le process de deep learning, mais ça, c'est vraiment en s'appuyant sur notre expertise en intelligence artificielle qu'on arrive à extraire cette information automatiquement des images satellitaires. Et ensuite, sur la deuxième partie de la pipeline, et donc ce projet avait été réalisé avec le soutien du CNES et de l'Agence spatiale européenne. Et sur la deuxième partie de la pipeline, on a identifié le changement, on zoome avec de l'image plus haute résolution, notamment de l'image Pléiade à 50 cm de résolution par pixel. Et là, avec les algorithmes qu'on développe dans le cadre d'AI4Geo, on fait de l'identification de bâtiments et de l'identification du type de bâtiment avant de calculer le volume du bâtiment qui nous permet de faire des séries temporelles d'évolution de volume urbain dans les villes. Donc ça, c'est la première partie pour suivre les nouvelles constructions et pouvoir savoir si ça appartient à de l'immobilier résidentiel, commercial, industriel et quel est son volume. Ensuite, une fois qu'on a vu ces nouvelles constructions, ce qui va nous intéresser, ça va être de suivre l'activité de l'immobilier. Et donc pour ça, on peut utiliser deux types de données. Par exemple, on peut utiliser les données de télécom qui vont nous donner un flux de personnes dans chaque bâtiment. Mais le désavantage des données télécom, c'est qu'elles ne vont pas être disponibles de la même manière partout dans le monde. Donc, on peut aussi s'appuyer sur des images satellitaires. Et là, c'est aussi un projet qu'on a réalisé avec le soutien du CNES, où l'objectif, c'était, à partir d'images Pléiade de 50 cm de résolution, de détecter et de compter automatiquement les véhicules sur les parkings pour faire un estimateur de l'activité économique de certaines industries en temps réel. Donc, c'est ce qui est illustré ici, c'est qu'on a des régions d'intérêt, on compte et on détecte les véhicules sur ces régions d'intérêt, et ça nous permet, en l'agrégeant au niveau du secteur, d'avoir une estimation de l'activité économique de ce secteur. Et donc pour ça, d'un point de vue technique, on a travaillé notamment avec un laboratoire, l'IRISA, où on a développé deux modèles, un modèle de segmentation et de détection, avec en sortie vraiment les véhicules qui sont identifiés un à un sur l'image Pléiade. Vous voyez que sur ces projets qu'on fait en collaboration avec le CNES, l'Agence spatiale européenne et d'autres partenaires de recherche, on a des challenges techniques qui sont vraiment l'extraction d'informations de l'image pour créer une application business. Et c'est sur ça que je vais conclure ma présentation. C'est pour appuyer aussi le discours d'Hugo, c'est qu'avec l'image satellite, on a vraiment beaucoup d'applications qui sont vraiment orientés business et qui ont un marché derrière, que ce soit en utilisant des images optiques, haute résolution, basse résolution, atmosphériques, radar ou thermiques. On va avoir la création d'indicateurs au niveau macroéconomique, de croissance urbaine ou de pollution de l'air ou de stress hydrique, mais aussi une granularité sectorielle que nous permet le satellite de par la définition des satellites et l'information qu'elle donne. On va pouvoir avoir une vue du secteur minier, agricole, manufacturing, oil and gas et de l'industrie. Et on va même pouvoir zoomer un peu plus loin au niveau des entreprises et des actifs des entreprises pour suivre notamment leur impact environnemental, si on parle de pollution de l'air, déforestation, impact sur la biodiversité. Donc sur ça, c'est vrai que les images satellites nous apportent beaucoup de business et d'applications économiques et financières. Et on est notamment de plus en plus invité à présenter les applications business qu'on développe à partir des imageries satellitaires dans des conférences de banques d'investissement
voient aussi l'opportunité du satellite pour leur business. Voilà, sur ce, je ne sais pas si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre. Merci Alice. Les questions, je pense qu'on va peut-être les prendre juste après, parce qu'en fait, j'avais un peu plutôt séquencé qu'on ait les 2 présentations et ensuite les questions. Et les questions s'adresseront, vous verrez, à l'un et à l'autre. Donc, si je peux maintenant, donc je vais introduire donc la deuxième société qui est Dawex. Et donc Laurent l'a fait. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai un peu, sur ma lancée, comme Lang ne participait pas, j'ai pas mis votre nom sur le programme, mais je m'en excuse. Voilà, placement. Laurent, la parole est à vous et vous pouvez mettre votre présentation en la chargeant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez en plein écran. Ça va arriver, je pense. Voilà, c'est parfait. Merci Laurent. Très bien. Donc moi, je suis Laurent Lafage, je suis le co-CEO et cofondateur de Dawex. Et je vais vous parler de circulation de données, d'accès aux données. Et je terminerai par une présentation succincte de l'initiative dont Hugo Gonzalez a parlé, qui est Space Data Marketplace, qu'on a construit avec le soutien de l'État et du CNES et d'autres industriels de la donnée et du spatial. Peut-être en un mot, tout simplement pour vous présenter Dawex. Dawex, c'est une société française. On est leader sur le segment de ce qu'on appelle les Data Exchange, Data Hub, Data Marketplace Solutions, c'est-à-dire les lieux où des organisations, privées ou publiques, échangent de la donnée après s'être rencontrés, après avoir évalué des sources de données, et que ce soit de la donnée en open data ou de la donnée avec un modèle commercial. Et en y associant à cet échange de données des éléments contractuels, la licence encadrant l'échange et la cession des droits d'utilisation de la donnée, des droits d'acquisition de la donnée, le modèle économique lié, puis la conformité liée aux réglementations applicables sur le type de données échangées ou sur la territorialité de l'échange. Donc, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet? Puisqu'on avait fait, nous, le constat que en 2015, c'était déjà des entrepreneurs dans le secteur de la data. On était précédemment à Dawex, on a créé une société de data broker. Donc, on connaissait bien les dynamiques d'échange un à un de la donnée, c'est-à-dire entre un grand groupe et un GAFA, par exemple. Mais ça ne crée pas une économie, ça crée éventuellement du troc, des échanges ad hoc, et ça fonctionne bien dans des espaces peu régulés, comme l'était la donnée il y a quelques années. Et puis, c'est très peu scalable et c'est réservé effectivement à quelques grands acteurs qui se connaissent, et ça crée un entre-soi et donc des rapports de force, enfin, on va dire des schémas de dominance qu'on a pu connaître par le passé sur certaines données. Et nous, en 2015, on a voulu créer le parti pris de dire finalement, comme dans toute économie, il y aura des places de marché, il y aura des lieux où l'offre et la demande viendront pour s'exposer. Ces lieux-là seront définis comme des cadres de confiance, à la fois pour que les parties prenantes soient bien identifiables et identifiées. Je peux définir avec qui je veux échanger mes données, je peux aussi définir avec qui je ne veux pas échanger mes données. Je veux comprendre d'où viennent les données. Je veux comprendre les conditions avec lesquelles je vais les acquérir, que ce soit en open data ou que ce soit avec une licence commerciale. Et ce monde, depuis 7 ans, a fortement évolué puisque différentes régulations, dont le dernier Data Governance Act, qui va réguler justement ces places de marché de la donnée, ces data space, ces espaces de confiance d'accès aux données en Europe, et Data Act, qui va définir les règles du jeu pour les parties prenantes, notamment sur les données d'objets connectés. Finalement, on voit que l'Europe est en train de structurer, on va dire, le cadre réglementaire et de le faire de manière assez innovante par rapport aux autres régions du monde qui sont plutôt suiveuses par rapport à ce que fait l'Europe. Et puis nous, on évolue dans un écosystème où Gaia X est en train de structurer toutes les couches technologiques de
des infrastructures de la donnée, donc des métiers du cloud aux services fédérés en passant par le data exchange et d'autres sujets comme la gestion de consentement, l'identité numérique. Donc notre mission, c'est de créer, développer l'économie de la donnée en ayant une juste répartition de la valeur auprès de chacun des acteurs pour éviter les phénomènes de verrouillage de la donnée ou des phénomènes de, on va dire, conglomérat sur la donnée par un petit nombre qui s'accapare cette valeur au détriment d'autres. Et donc DAOX, ça existe depuis 7 ans, 50 personnes, on s'est financé par du capital risque, par différentes levées de fonds, et puis aussi, puisqu'on est dans l'infodé organisé par le point de contact national, je vais mentionner aussi qu'on est lauréat du programme Horizon 2020 Instrument PME phase 2. C'est un peu l'ancêtre des nouveaux dispositifs qui existent, dont on vous a parlé, on va vous parler dans cette session. Et pour nous, ça a été un accélérateur de reconnaissance en Europe de notre sujet, de sortir, en tout cas en Europe, d'être visible notamment par la Commission européenne. Et puis parce qu'on fait partie de ces sociétés innovantes qui construisent en même temps leur marché qu'elles construisent leurs produits, de pouvoir être un acteur aussi dans les sujets qui touchent à la réglementation, à la compréhension des enjeux des industriels sur la donnée. Donc, je l'ai dit, sur la partie gauche, on évolue dans un cadre réglementaire et puis de lieux de discussion qui sont en train de se structurer, aussi bien en Europe qu'au Japon, qui est notre deuxième marché après la France. Et puis sur la partie droite, c'est tous les secteurs d'activité où il y a des enjeux d'accès, de distribution, d'échange de données, avec des motivations parfois identiques. Pour certains, c'est générer des nouveaux revenus. Pour d'autres, ça va être tisser des relations privilégiées avec leurs fournisseurs ou leurs partenaires. Et pour d'autres, ça peut être des enjeux sociétaux, par exemple dans des objectifs de décarbonation, de pouvoir donner accès à des informations qui vont servir à d'autres acteurs ou à des pouvoirs publics et comprendre la dynamique de décarbonation dans son industrie ou dans sa filière. DAOX est également membre de ce qu'on appelle les technologies pioneers du World Economic Forum. Ça nous permet de contribuer à différents travaux sur l'économie de la donnée, en particulier sur le rôle des data marketplaces. Je vous invite à consulter ces publications qui sont en libre accès et qui ont été publiées ces 2 dernières années sur l'économie de la donnée dans différents pays dans le monde, où il y avait des enjeux aussi bien entre administration, grandes entreprises privées et écosystème de l'innovation. Et puis DAOX, nous, on est présent depuis 2015 en France, en Europe. Ensuite, en 2017, aux États-Unis, on a eu des prix et des reconnaissances. Et puis, je vous parlais du Japon, mais le Moyen-Orient est aussi un lieu important sur nos sujets, puisque l'économie de la donnée est bien identifiée dans cette région du monde, ce qui nous a permis aussi d'être récompensé. Et puis, comme on est une entreprise de la tech et de la data, c'est important d'être visible aussi chez les analystes marchés qui citent à la fois la position de DAOX et puis les prévisions sur notre secteur du data exchange. Notre proposition de valeur à DAOX, c'est justement à la fois d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent comprendre quelle valeur elles ont à générer avec l'accès ou la distribution de la donnée, donc pour des partenariats, pour des objectifs de commercialisation. Et puis ensuite, on les accompagne dans la mise en œuvre d'un écosystème sous la forme d'une plateforme de données où elles peuvent aussi bien animer cet écosystème qu'elles-mêmes être partie prenante pour sourcer ou distribuer des données. Et puis, nous, on intervient dans de nombreux secteurs d'activité. Une de nos premières références aujourd'hui qui est mise en avant par GaiaX notamment, qui est l'agriculture française, qui s'est très tôt structurée il y a plus de 3 ans sur une plateforme d'échange de données, en passant d'un modèle open data à un modèle où il y a de l'open data et des données avec des licences commerciales, pour finalement définir les règles du jeu à tous ceux qui veulent accéder aux données des agriculteurs français, définir les règles du jeu d'accès, de qui peut y accéder, sous quelles conditions, sous quelle licence. Et donc c'est une initiative aujourd'hui où il y a plus de 1000 organisations qui sont embarquées sur cette plateforme. Au Japon, on intervient sur des sujets notamment de trading. Il y a des grandes entreprises japonaises qui accompagnent les grands industriels japonais sur l'import et export de matières premières ou de produits transformés. Et l'une d'entre elles, Kanematsu, qui est une boîte une entreprise qui fait 7 milliards de dollars de revenus, accompagne ses clients sur ce métier d'import-export et considère la donnée comme un actif aussi importable et exportable. Et à ce titre-là, finalement,
les accompagne pour définir leur stratégie d'échange de données. Et puis plus récemment, j'en viens au spatial, on est lauréat d'un programme qui s'appelle Space Data Marketplace, on est plus précisément chef de file, et qui se veut être le lieu, le one-stop shop, où les partenariats de la donnée se créent. Alors sur la donnée d'observation de la Terre, mais à destination de ceux qui savent en extraire de l'information, c'est-à-dire ceux qui savent créer des services, comme on l'a vu par exemple avec ComptCube précédemment, et des utilisateurs finaux, ça peut être des entreprises, comme je citais tout à l'heure dans le real estate, dans l'agriculture, dans la construction, qui vont développer des cas d'usage grâce à l'accès plus facile, plus simplifié à ces données d'observation de la Terre. C'est un projet qu'on a bâti à la fois avec des grands industriels du spatial, des leaders mondiaux comme Airbus, Defence and Space et Thales Alenia Space, des leaders du numérique comme Dassault Systèmes, et puis des entreprises innovantes de la data qui savent aussi extraire de l'information de ces données d'observation de la Terre et qui tous développent des cas d'usage sur Space Data Marketplace. Ça, c'est la phase 1. Et puis avant de construire une phase 2 qui va être l'ouverture au marché, aussi bien aux fournisseurs de données qu'aux acquéreurs de données sur Space Data Marketplace. C'est une initiative qui est soutenue par le CNES et par l'État dans le cadre de France Relance, et donc pour lequel le programme est en partie financé par l'État et puis une autre partie financée par les industriels qui sont partie prenante. Donc Space Data Marketplace, c'est comme toute data marketplace, mais appliquée à la donnée d'observation de la Terre, donc avec des spécificités de cette donnée géo-spatio-temporelle qui nous permet de proposer à des fournisseurs de données qui ont soi-même déjà leurs canaux de distribution de données, on va dire c'est pour les industriels du space qui sont déjà implantés, qui ont déjà leur propre force de vente, de trouver des nouveaux débouchés d'acquéreurs de données, ou pour des acteurs du new space qui construisent des modèles économiques sur la donnée et qui veulent accélérer l'accessibilité et la distribution de leurs données, et également enfin pour des acteurs publics qui distribuent déjà de la donnée open data. Tout à l'heure, Hugo Gonzalez vous a parlé du programme Copernicus avec les données de Sentinel. C'est un exemple de données open data qu'on retrouvera aussi sur Space Data Marketplace. Donc Space Data Marketplace, c'est à la fois la mise à disposition de ce qu'on appelle des offres de données, mais aussi des offres de services par ceux qui sont capables de développer un service et qui décident de le commercialiser en touchant une cible d'utilisateurs finaux qui n'ont pas besoin de comprendre comment je traite une donnée d'observation de la Terre entre sa résolution, l'inclinaison du satellite, enfin des paramètres qui sont propres à cette imagerie, et de plutôt utiliser une API qui va leur permettre de dénombrer un certain nombre d'objets dans leur secteur ou dans leur cas d'usage développé avec cette source de données. Et dans Space Data Marketplace, vous allez retrouver des cas d'usage qui touchent aussi bien à des sujets environnementaux et à l'habitat. C'est le cas de la société Nemer, qui est une entreprise française qui est spécialisée dans la data environnementale et de l'habitat, et qui source, grâce à la donnée d'observation de la Terre, enrichit déjà les propres métadonnées sur notamment les 35 millions de bâtiments qu'elle a numérisés, identifiés, et sur lesquels elle ajoute des métadonnées aussi bien sur le nombre de pentes sur le toit que des infrastructures qui y accèdent ou des services qui sont accessibles depuis ces bâtiments. Vous avez également des cas d'usage autour de la géolocalisation avec le service Galileo, et Geoflex, c'est une entreprise justement qui permet permet de développer des services jusqu'à la livraison au dernier mètre grâce à ces technologies européennes. Donc c'est un très bon aussi cas d'usage d'une entreprise française qui utilise une technologie européenne Galileo. Vous avez également des entreprises qui sont en charge de travailler sur l'algorithmie pour développer des services de maintenance, on va dire des stratégies notamment sur le couvert végétal des infrastructures ferroviaires pour la SNCF, Altamétris étant une filière de la SNCF, et d'avoir finalement une meilleure stratégie de maintenance de l'infrastructure, des dizaines de milliers de kilomètres de rails, justement en identifiant les zones d'intérêt ou les zones sur lesquelles on peut prévoir et anticiper une stratégie d'intervention. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de Space Data Marketplace. Simplement, je vous invite à voir l'initiative qui est déjà en ligne.
il y a déjà une partie pour se préenregistrer et être tenu informé de son lancement commercial qui aura lieu au cours de cette année 2022. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous solliciter et à solliciter Space Data Marketplace. Je vous remercie. Merci Laurent, très riche également. Et puis on voit aussi, et merci aussi de cette information sur les programmes européens qui sont pour notamment les startups, les PME, toujours un atout potentiel pour la croissance, bien entendu, et puis pour faciliter la R&D comme vous l'avez fait. Donc merci beaucoup pour ce témoignage et cette belle présentation. Alors, j'ai quelques questions. Donc, dans le chat, je pense que la première s'adresse à QuantCube. Donc, bonjour, c'est Anthony Graveline qui cherche à savoir quelle surface globalement vous surveillez chaque année avec Pléiade, ordre de grandeur. Voilà. Donc, ça, c'est pour Alice. Oui. Alors aujourd'hui avec Pléiade, donc c'est peut-être pour rappeler pour tout le monde, donc Pléiade, c'est des images qui ont 50 cm de résolution. Donc c'est des images qui vont avoir un coût beaucoup plus élevé que les images basse résolution, typiquement avec Sentinel-2, Landsat 8 par exemple. Et donc nous, on va s'intéresser aux villes qui ont la plus forte croissance. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur une surface qui est la même d'année après année. C'est vraiment, on va se focaliser sur des cas d'usage très spécifiques pour nos clients. Donc aujourd'hui, on surveille quelques villes, une dizaine de villes par an, mais ça peut vraiment varier en fonction des applications. Merci beaucoup. Alors, j'ai également une question toujours pour QuantCube. Voilà. Alors, c'est Gilles Ohanessian. Et là, est-ce que vous préparez à répondre à des appels à projets de France 2030 dans le secteur du spatial? Et donc, une suggestion, envisagez-vous des partenariats avec des labos de recherche publics? Oui, c'est vrai que nous, on envisage de répondre à des appels à projets France 2030. Maintenant, il faut qu'on évalue lesquels rentrent bien dans la stratégie, donc applicative et business, comme on est très orienté dans le développement d'applications business. Et on envisage bien sûr de faire des partenariats avec des laboratoires de recherche sur des expertises qui sont complémentaires aux nôtres. Merci beaucoup. Donc, je crois que Gilles fait partie du CNRS, de ma source. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que donc dans l'audience, d'autres questions? Et voilà, j'ai de bonnes sources donc. Merci, Gilles. Donc il n'y a pas d'autres questions a priori pour nos deux intervenants et les présentations qui viennent d'être faites. À moins que voilà, quelqu'un ait un petit sujet qu'il avait sur un petit coin de tête et qu'il voudrait encore vous questionner. Ah, Alice, encore une. Toujours Anthony, voilà. Il promet que c'est la dernière. Donc, est-ce que vous utilisez du radar? Oui. Oui, parce qu'on était limité sur l'utilisation que d'images optiques par la présence de nuages. Donc, c'est vrai que le radar permet de pallier un peu à cette problématique de nuages sur les images. Donc, là, on utilise du radar, notamment pour des applications liées à la déforestation, à l'urbain, etc. On couple tout type de données, optiques et radar notamment, avec des pipelines qui vont l'une avec l'autre. Quelle bande? Alors, je pense que si je ne me trompe pas sur les noms, c'est GRC. Enfin, il y a pas mal de... je ne suis pas l'experte radar de QuantCube, mais c'est vrai que sur l'utilisation des images radar, on utilise Sentinel-1 et on a des problématiques de récupération de données. Parce que si on veut avoir toutes les informations, ça nous demande de passer par des pré-processing qui sont très lourds et qui ne sont pas adaptés pour la production. Donc, je sais qu'on a une pipeline là-dessus, je ne saurais pas vous répondre exactement, mais si la question est un peu liée à ça, effectivement, sur le radar, il y a plus de problématiques que sur l'optique, sur l'utilisation de toutes les informations.
Et donc, on fait des pré-processing plus simples en essayant d'avoir une pipeline adaptée à la production, qui peut tourner vraiment tous les jours pour accueillir nos données sans limitation technique. Merci Alice, c'était pas une interrogation, hein, donc écrite. Donc Anthony, si vous avez d'autres questions très précises et techniques, je vous invite soit à chatter en direct avec Alice ou effectivement prendre contact avec Alice. Je pense que vous aviez les coordonnées sur la présentation et donc n'hésitez pas à contacter la société QuantCube qui sera un plaisir, je pense, d'échanger avec vous. Alors, donc, je n'ai toujours là, je suis à sec, je n'ai plus de questions, donc je vais passer la parole. On est un petit peu en avance, hein. Je vais passer la parole à ma collègue Fabienne Daveran. Donc, nous sommes du PCN Espace, vous l'aurez compris, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et donc un petit peu de programme prochainement ouvert, donc un peu en avance pour la donnée spatiale et donc peut-être des collaborations pour vous qui seront européennes fatalement. Voilà. Fabienne, la parole est à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez convenablement. Et j'espère aussi que vous voyez mon écran. Alors, je vais partager là. Voilà, c'est bon, vous voyez bien. Je passe en grand écran. Voilà, c'est mieux comme ça. Bien, bonjour à tous. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Fabienne Daveran, je suis également membre du PCN Espace aux côtés d'Isabelle de Sutter et d'Hélène Monfils qui va également vous présenter des informations sur les appels à projets. Voilà, donc je suis donc au PCN Espace 2 jours par semaine. Le reste du temps, je suis responsable Europe au pôle de compétitivité Aerospace Valley. Alors, pour ma part, je vais vous parler des appels qui vont paraître sous peu, on l'espère, hein, de manière totalement officielle, des appels espace pour 2022. Donc, ces appels sont gérés par les USPA. Hein. Donc, les USPA, c'est l'agence spatiale européenne, en fait, qui a remplacé la GSA, qui était peut-être connue de certains d'entre vous, qui était focus sur le GNSS. Et donc, le USPA traite par délégation de la Commission européenne certains appels à projets. Elle en a traité sur la période précédente 2021 et là, elle va donc à nouveau gérer une série d'appels qui vont ouvrir officiellement en octobre 2022 et qui devraient clôturer en février 2023. Alors, nous sommes dans l'attente des dates précises. Ces appels sont déjà référencés dans le programme de travail. Simplement, on attend qu'ils paraissent en mode open sur le portail de la Commission européenne. Donc, ces appels représenteront un budget de 48,1 millions d'euros et ils vont être globalement consacrés au développement d'applications spatiales innovantes qui vont concerner le secteur aval du spatial. Il y aura donc 6 topics, hein, en fait 6 sujets d'appel. Et comme je vous le disais, ils sont publiés, alors ils sont déjà publiés sur le Funding and Tender Portal de la Commission européenne. Je vous ai mis des liens hypertextes sur la présentation. Et ces appels apparaissent en statut forthcoming. Voilà, et bientôt le statut forthcoming va être remplacé par le statut open. Voilà, ceci est juste pour permettre l'ouverture, le dépôt des propositions. En réalité, ces appels sont bien réels, hein. Ils vont bien avoir lieu et vous pouvez, je vous incite d'ailleurs à les regarder, à commencer à travailler le plus rapidement possible pour gagner du temps de préparation de projet. Voilà, et ces appels sont également, outre la plateforme de la Commission européenne, ils sont également inscrits dans le programme de travail 2021-2022 d'Horizon Europe Espace. Alors voilà, je vais vous présenter donc ces différents topics, hein, ces 6 topics, et vous allez voir que ça fait sens avec le thème du webinaire d'aujourd'hui, puisque il est fait mention dans ces appels de l'usage des données numériques. Hein. Donc c'est le cas pour le premier appel de eGNSS Application for Smart Mobility. Donc là, il s'agit
de développer la maturité technologique d'applications GNSS pour tout ce qui concerne le transport et la mobilité au sens large. Voilà, ça peut être l'aviation, le transport maritime, le transport ferroviaire, routier et tout ce qui est lié à la multimodalité du transport. Il est fait mention de technologies non spatiales. Hein. Il faut absolument dans cet appel utiliser les technologies non spatiales, comme par exemple du domaine de l'IoT, du big data, de l'intelligence artificielle, également tout ce qui est des drones à la 5G ou à la réalité augmentée. Voilà, donc l'appel à projet concerne des projets à assez forte maturité, puisque le TRL de départ, c'est le TRL 7, et donc le projet va financer le développement du TRL jusqu'au 9, et donc aux portes du marché. Il s'agit d'une Innovation Action. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Horizon Europe, ou ceux qui ne le sont pas, les Innovation Actions sont des actions qui sont financées à 70% pour les for profit entities, hein, quelle que soit leur taille, les entreprises en général. Par contre, les non-profit organizations, comme par exemple les universités ou les laboratoires de recherche, sont eux financés à 100% aussi sur ces Innovation Actions. Donc, l'appel est doté d'un budget de 9,5 millions d'euros. La commission compte financer 3 projets donc de 2 à 3 millions d'euros chacun. Ensuite, le deuxième appel le deuxième topic va concerner plutôt le domaine public, puisqu'il s'agit du Public Sector as Galileo and or Copernicus User. Donc, cet appel est un peu particulier. Il est réservé aux entités de l'administration publique qui souhaiteraient acquérir donc des recherches ou des développements expérimentaux qui font usage de la donnée spatiale, que ce soit de l'EGNSS ou de l'observation de la Terre, et qui répondent donc à leurs besoins de collectivités publiques. Donc, dans cet appel, on appelle ça le sustainability qui est cher à la Commission européenne, mais dans ce cas-là, il est très important de démontrer donc que ces solutions sont durables. Donc, il s'agit d'un type de projet qui est particulier. Il s'agit d'un PCP, un Pre-Commercial Procurement. Donc, ça concerne l'achat public avant commercialisation. C'est du financement à 100%. Mais cet appel est particulier puisqu'il est réservé aux entités publiques, hein, que ce soit des villes, des métropoles, des régions ou d'autres types d'entités publiques. Donc, il y a un budget de 5,2 millions d'euros sur ce topic, avec des budgets par proposition qui vont de 2,5 millions d'euros, donc soit 1 ou 2 projets financés. Le troisième topic, c'est le Copernicus Downstream Application and the European Data Economy. Donc là, on est en plein dans le sujet du webinaire, puisqu'il s'agit dans cet appel de soutenir l'adoption de Copernicus et des technologies TIC de pointe. Donc l'appel mentionne le big data et l'intelligence artificielle, en utilisant des infrastructures de données européennes existantes comme les plateformes DIAS, qui donc concerne les données d'observation de la Terre, d'autres portails européens de données ouvertes et des plateformes de données industrielles. Donc là, il s'agit de projets qui vont démarrer au TRL 5 pour atteindre le TRL 8. Donc là encore, des projets à très forte maturité technologique. Et il s'agit d'une Innovation Action, donc comme pour le premier topic, financement 70% pour les for-profit entities, 100% pour les non-profit organizations. Sur cet appel, on devra avoir 3 projets financés autour de 2 à 3 millions d'euros chacun, avec un budget total de 9,6 millions d'euros. Prochain appel, c'est là encore en plein dans le sujet, c'est le Large Scale Copernicus Data Uptake with AI and HPC. Donc là, il s'agit encore une fois, de favoriser l'adoption et l'exploitation commerciale des données Copernicus en encourageant la collaboration des acteurs des TIC, qu'ils soient industriels, universitaires, avec les acteurs du spatial et les utilisateurs de Copernicus. Donc là, vous voyez qu'il y a un intérêt à mélanger les communautés d'acteurs et nous sommes là encore dans le thème de ce webinaire. Voilà, donc il faudra démontrer également dans ces projets l'interconnexion des infrastructures de données via les technologies d'IA ou de High Performance Computing.
Le TRL à atteindre en fin de projet, c'est le TRL 5. Là, il s'agit donc, comme on est sur des projets plus amont, il s'agit d'une Research and Innovation Action. Donc là, on est sur du financement 100% pour toutes les entités qui participeront, que ce soit des for-profit entities ou des non-profit entities. On a un budget de 9,6 millions d'euros avec donc des projets de 2 à 3 millions d'euros chacun, donc 3 projets financés sur ce topic. Le suivant, là, on s'éloigne plus de l'Europe, enfin, en disant qu'on étend les activités en dehors de l'Europe. Il s'agit du Designing Space-Based Downstream Applications with International Partners. Donc là, l'idée, c'est de développer des produits et des services qui font usage de Galileo ou de Copernicus pour des pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Et là, l'idée, c'est de développer des partenariats commerciaux entre les industriels européens et des partenaires internationaux. La Commission incite fortement les projets à impliquer des acteurs du secteur public. Et là, on est sur des projets plutôt à bas TRL, donc TRL 1 à TRL 3, 4, donc la Research and Innovation Action, un budget de 5,1 millions d'euros, avec, là, pour le coup, des budgets un peu plus faibles par proposition, de 0,5 à 1 million d'euros, donc 5 projets financés. Le suivant, c'est là aussi un topic un peu particulier puisqu'il s'agit du GovSatcom Service Development and Demonstration. Donc là, il faut développer des produits ou services qui utilisent les communications satellites à des fins gouvernementales pour usage civil. J'entends, ce n'est pas du tout, ça ne concerne pas le domaine militaire. Donc des usages gouvernementaux qui intègrent la donnée Galileo, Copernicus, SSA et GNOS. Et là, il s'agira de démontrer que tous les services européens du GovSatcom sont interopérables dans un environnement d'utilisateurs réels. Il s'agit d'une Research and Innovation Action. Et là, on aura de l'ordre de 6 projets financés, donc de l'ordre de 1 à 1,5 million d'euros par proposition. Alors, je voulais souhaiter aussi vous mentionner dans mes planches donc l'initiative Cassini. Cassini, c'est une initiative européenne qui apporte le soutien à l'entrepreneuriat spatial, à la création de start-up ou le soutien des PME. Ça concerne aussi bien le secteur de l'amont que de l'aval, du spatial. C'est une initiative qui comprend plusieurs volets. Il y a énormément d'activités étiquetées Cassini. Voilà, donc il y a des prix qui vont être délivrés pour les PME, donc sur tout ce qui est Digital Space Applications. Également un prix autour des micro-lanceurs réutilisables à propulsion verte. Alors, je ne crois pas que l'on ait encore d'informations sur l'ouverture de ces prix. En tout cas, ce n'est pas au moment où j'ai préparé cette présentation. Voilà, et il y a également des actions de public procurement. Donc là, on n'est plus dans l'appel à projet comme ce que je viens de vous présenter. On est dans le marché public. Voilà, donc avec des budgets pour améliorer l'exploitation de GNSS et la fourniture de services. Des actions à nouveau Cassini, une fois pour le Business Accelerator. C'est un appel à un marché public qui est actuellement ouvert et qui clôture en juin, donc pour le développement de services d'accélération du business. À venir également un marché public autour de la réalisation de hackathons et d'actions de mentoring au titre de l'initiative Cassini. Il y a également d'autres actions qui concernent le Space Weather, les Near Earth Objects, le programme GovSatcom et le programme IoT-IOV. Vous avez dû recevoir notre information sur un appel à manifestation d'intérêt pour des tests en orbite. Et je voulais également vous signaler que le spatial, on trouve également on a un programme qui est dédié au spatial. On a vu sur les appels que je viens de vous présenter qu'il y a une forte incitation également à collaborer avec les acteurs du numérique, mais on trouve des actions sur le spatial dans d'autres programmes d'Horizon Europe. Donc avec mes collègues du PCN Espace, on vous avait préparé, c'est en ligne sur notre site du gouvernement de Mestri,
une liste des appels 2022 qui peuvent concerner le spatial et que l'on trouve dans d'autres clusters, dans d'autres parties du programme Horizon Europe. Donc, il y en a dans la santé, dans les industries culturelles et créatives, dans également du spatial pour la sécurité. Bon, nominalement, je dirais, dans le cluster 4 avec nos collègues du digital et de l'industrie. Puis, on a aussi des appels à projets. Il y en a qui sont encore ouverts dans le cluster 5 autour du climat, de l'énergie et de la mobilité, et dans le cluster 6, principalement pour les usages en agriculture ou en lien avec l'environnement ou la bioéconomie, par exemple, les ressources naturelles. Voilà, donc les appels 2022 ont tendance plutôt à s'étioler. Hein. On va arriver un petit peu à la fin de la programmation, pour, notamment sur le cluster 6. Je crois qu'il ne reste plus d'appels ouverts pour 2022. En revanche, vous avez encore des appels ouverts sur le cluster 5 et le cluster 3 pour la sécurité. Voilà, juste pour vous signaler que le CNES, voilà, si vous êtes intéressé par des appels à projets et que vous souhaitez un support en matière d'expertise technique, nous avons la chance d'avoir le CNES qui peut mettre à votre disposition des experts selon les thématiques d'appel visées. Pour ce qui est des applications spatiales, on a l'équipe Connect by CNES. Voilà, et on les remercie qui sont là aussi à votre disposition pour vous aider à construire votre proposition. Si vous souhaitez faire appel à cette expertise, eh bien, je vous invite à nous en faire mention par mail sur notre adresse générique. Voilà, puis quel moyen vous avez de rester en contact avec nous? C'est par mail, hein, comme je viens de dire, nous avons une adresse générique, donc nous vous répondrons par ce biais-là. Je vous invite également, pour ceux qui ne seraient pas déjà inscrits à notre liste, de vous inscrire sur ce site. Le site, donc la page Espace Horizon Europe du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, donc vous avez un formulaire à remplir pour faire partie de notre liste de mails, et ainsi vous pourrez recevoir nos informations. Et également, nous avons donc une page sur le site web, une rubrique espace, hein, avec nos confrères et consoeurs du cluster 4 numérique industrie également. Et là, nous postons les présentations des webinaires que nous organisons et diverses informations. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. J'ignore s'il y a des questions, Isabelle. Alors, il y a une question. Dans le cadre du public secteur Galileo et Copernicus User, une entité privée peut-elle être partenaire pour l'entité publique et être financée? Alors, c'est une excellente question. A priori, de ce que j'en sais, c'est plutôt destiné en fait, ce PCP, ce sont les entités publiques qui peuvent être bénéficiaires, partenaires du projet. En revanche, les entités privées, les PME par exemple, vont plutôt s'inscrire une fois que le PCP sera retenu. Le PCP va lancer des appels vers le monde du privé pour soutenir les entreprises. Parce que le PCP, c'est en fait, on va dire, un marché européen public qui a pour but d'acheter de l'innovation qui vient principalement quand même des PME. Je pense peut-être que ce n'est pas exclusivement réservé aux PME, mais en tout cas, c'est pour quand même supporter les PME. Et donc, je pense que la participation des PME, elle peut s'envisager, mais dans le temps qui va suivre, et quand le PCP sera accepté, validé par la Commission européenne, à ce moment-là, le PCP va démarrer comme un projet et va lancer des appels pour supporter donc l'innovation de PME qui devront bien sûr avec leur projet répondre aux besoins de ces entités publiques.
Voilà, donc la participation, c'est pas dans un premier temps, c'est pas pour construire le PCP, mais par contre, c'est après pour pouvoir bénéficier des services du PCP. Voilà, bon, je peux peut-être. Il y a une Je autre vois les question. questions, Isabelle, donc je vais peut-être directement y répondre. Les slides, oui, vous les aurez, on les postera sur justement sur le mini-site web. Et je vois une question de David. Bonjour David. Comment s'articule Cassini et l'UIC Accelerator? Alors, en fait, non, je ne pense pas que l'un remplace l'autre. Je pense qu'ils sont complémentaires. Ils ont des modes opératoires différents malgré tout, parce que l'un, le IC Accelerator, il est en fait géré par la DGRTD, alors que Cassini, c'est une initiative de la DG DEFI. Hein. Donc, en réalité, je pense qu'il y a des complémentarités qui peuvent s'exercer. J'ignore si elles se concrétisent vraiment. Bon, ce que je peux vous dire quand même, c'est que je ne l'ai pas mentionné dans le plan, j'aurais peut-être dû, c'est que dans l'EIC Accelerator, et d'ailleurs, au passage, je félicite chaudement la société d'AWEX pour son succès à l'instrument PME Phase 2. Juste pour préciser, le IC Accelerator, c'est ce qui a remplacé le SME Instrument d'Horizon même. Il y a, et c'est encore ouvert, mais je crois que la prochaine clôture, c'est octobre, il y a eu des sujets pour le spatial dans le IC Accelerator. Il y a eu des sujets pour en fait le domaine des applications spatiales, et il y a eu aussi des sujets plus largement pour le spatial et les technologies spatiales. Donc, il y a des croisements aussi thématiques voilà, entre l'outil IC Accelerator qui, on va dire, peut être générique, peut adresser toutes les communautés de PME, et également des thématiques bien ciblées. Il y en a, et ça a été le cas pour l'appel à projet EIC Accelerator 2022. Il y a eu des sujets ouverts pour le spatial. Mais l'articulation, bon, bah, j'espère qu'il y a une certaine cohésion, articulation. Je ne saurais dire exactement. Je pense que les initiatives venant de deux DG différentes, bon, voilà. Disons que Cassini, on va plus trouver des sujets autour de l'accompagnement, hein, le soutien, l'accompagnement des PME par des... alors, il y a quelques appels à projets qui financent, mais il y a aussi beaucoup de mentoring, de services d'accélération business, etc. Ce n'est pas tout à fait la même philosophie. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, je vous remercie. Alors maintenant, on va opérer une petite passation de casque et micro. Je vais céder la parole à ma collègue Hélène Bonfils qui va vous présenter également sa partie. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, vous donner un petit aperçu des calls 2023 et 2024. Donc, ces calls sont actuellement, enfin, en fait, c'est le programme de travail 2023-2024 qui fait actuellement l'objet de discussions avec les États membres. Donc, il est toujours en discussion. Il y a un certain nombre de drafts qui ont déjà été diffusés par la Commission aux États membres, et ces discussions sont toujours pas terminées. Donc, l'objectif pour la Commission est d'arriver à publier ce programme de travail d'ici la fin de l'année, normalement. Mais bon, comme on en est au deuxième draft, on peut considérer déjà que le travail est quand même déjà suffisamment avancé. Donc, je vais pouvoir
vous parler quand même de ce qu'il y a dans ce deuxième draft. Alors évidemment, c'est à prendre avec toutes les précautions qui s'imposent, puisque, comme tout son nom l'indique, c'est un draft, et donc les choses peuvent encore évoluer. Donc, tel que c'est présenté actuellement, donc, concernant les applications donc pour le GNSS, c'est-à-dire donc le Galileo, la géolocalisation et l'observation de la Terre. Concernant le call 2023, il y aurait donc 3 appels pour environ 23 millions d'euros. Donc, un premier appel EGNSS vers une société post-pandémique verte, intelligente et plus sûre, donc environ 8 millions d'euros, qui serait donc une Innovation Action et dont l'objectif serait de stimuler le développement, la validation et l'utilisation de solutions commerciales basées sur les synergies entre les différentes composantes des programmes spatiaux, Galileo, Copernicus, EGNOS, éventuellement combinées avec la connectivité 5G et SATCOM, et une technologie numérique de pointe afin de permettre des solutions plus efficaces et résilientes pour la société de demain. Donc, c'est-à-dire une appel classique hein, sur les applications. On est toujours sur les applications Galileo, Copernicus combinées. Un autre appel, donc application basée sur l'usage de données Copernicus pour les entreprises ou pour l'élaboration de politiques pour les services publics d'environ 7 millions d'euros. Donc là, c'est un appel purement Copernicus. Donc, je vous rappelle que Copernicus fournit à l'Europe de gros volumes de données d'observation de la Terre via ses 6 services, l'atmosphère, marine, terre, services, urgence, sécurité, urgence et changement climatique. Donc, cela ouvre donc des possibilités de développer une large gamme d'applications pour les entreprises et l'élaboration de politiques pour les services publics. Et les projets répondant à cet appel se devront d'améliorer les applications existantes ou de développer de nouvelles applications et produits reposant sur les données et services Copernicus ayant un impact sur les utilisateurs. Aïe, 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 j'ai fait quelque chose là. Désolée, excusez-moi, j'ai tapé, c'est pas mon ordinateur, j'ai tapé malencontreusement sur une touche. Bon. Donc, oui, donc voilà, donc cet appel est essentiellement basé sur donc les applications pour l'usage de données Copernicus. Le troisième appel, donc le service PRS, dédié au service PRS de Galileo pour les cas d'usage civil autorisés par les gouvernements. Donc, je rappelle que le service PRS, service donc public réglementé, c'est un service qui s'adresse en priorité aux utilisateurs remplissant une mission de service public, très dépendant de la précision, mais qui se caractérise surtout par la qualité du signal et sa fiabilité de sa transmission. Donc, il s'adresse en priorité aux services d'urgence, transport, matières dangereuses. Comme ce service est disponible en tout temps, il utilise 2 signaux à part et dispose de plusieurs systèmes prévenant un brouillage ou un leurrage du signal. Et il a la caractéristique d'être chiffré et disponible seulement à partir de récepteurs spécifiques. Donc, l'objectif de cette application sera de développer donc, l'objectif de cet appel, pardon, sera de développer des applications civiles utilisant ce signal PRS.
Donc ensuite, le call 2024, qui sera constitué donc de 2 appels pour environ 14 €. Alors le premier, je vais passer rapidement parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment de l'usage de données. Il s'agit surtout de favoriser l'usage de l'EGNSS sur les marchés matures et en particulier dans les réglementations dans le domaine du rail, des voies navigables, de la pêche, de l'aquaculture. Donc, ce n'est pas trop en relation avec le webinaire. Et le dernier appel, donc concevoir des applications spatiales aval avec des partenaires internationaux, donc pour un montant de 6 €. Donc là, il s'agit d'un appel classique dans le domaine des applications spatiales. Donc, il s'agira donc de projets permettant l'usage de l'EGNSS ou l'usage de données Copernicus, ou alors l'usage combiné de GNSS et de données Copernicus pour développer des applications aval innovantes combinant la navigation de positionnement ou l'usage de données d'observation de la Terre. Donc voilà un bref panorama, on va dire, des calls 2023-2024, ce qui vous permet, avec la présentation de Fabienne, d'avoir une visibilité sur les calls des 3 prochaines années en matière d'application spatiale pour le programme spatial d'Horizon Europe. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Pour l'instant, Hélène, je ne vois pas de questions dans le chat. En tout cas, merci beaucoup de cette introduction. C'était alors, j'ai Richard Barré. Je ne suis pas sûre de bien relier la présentation de Fabienne et la vôtre. Ces calls sont-ils en complément des calls listés par Madame Daveran? Je pense que la réponse c'est oui. Oui, en fait, c'est tout simple. Les calls de Fabienne, c'est le call 2022 et là, ça sera les calls du même type pour les années 2023 et 2024. C'est le même type de call. Ce qui trompe, c'est le support. Tu peux dire Et ça sera aussi des calls qui seront diffusés par le JPA. Ce sera la même chose. Je pense que tu vois la question. Il n'y a pas de question, a priori. Il y a pas, voilà, ça ne soulève pas de questions, les présentations, qui sont en fait une introduction, hein, comme on vous a bien dit, hein, version draft 2. Oui, voilà, pour l'instant, on ne peut pas vous donner les mêmes éléments sur ces appels par rapport à ce qui est disponible sur le call 2022 parce que pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments. Ah non, 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 on n'a absolument pas ces informations. On aura ces éléments. Oui, pardon, je lis la question peut-être. Oui. Je réponds, est-ce qu'on connaît maintenant la date d'ouverture du call 23-24? Non. On espère l'avoir dans le cadre du 3e draft qu'on attend pour le début juin. Marqué début juin, c'est dans pas longtemps. On est le 18, donc dans une quinzaine de jours, normalement, on espère être fixé sur cette information. Mais pour l'instant, on n'a pas cette information encore. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la date d'ouverture des calls 2023-2024 qui sera donnée début juin, ça sera probablement pas pour ces calls-là, ça sera pour les calls classiques techno, systèmes orbitaux,
il est probable que, comme le USPA, pour l'instant, son programme, ça va être d'abord de faire le pôle 2022 en octobre, puisqu'ils nous ont commencé. Je pense que comme ils vont ouvrir ce call en octobre 2022, ils feront certainement pas le call 2023 avant octobre 2023. Ça, c'est très probable. Alors, une autre question, une remarque: des budgets par projet sont globalement beaucoup plus petits dans le cluster 4, appel data digital émergence. Quelles peuvent être les raisons? Vous appelez USPA, je veux dire, je pense. Ouais, mais c'est les appels, c'est comme ça, c'est les appels applications. Alors, c'est vrai que les budgets, là, en tous les cas, ça dépend des années. Vous parlez, il faudrait que vous me précisiez, est-ce que vous parlez du call 2022 présenté par Fabienne ou ceux après? Ceux présentés par Fabienne étaient quand même encore assez, le montant est quand même assez élevé. Là où on trouve que ça commence à devenir vraiment petit, le call 2022, oui, était pourtant, parce que dans H2020, par exemple, on est habitué à avoir sur ces appels-là de l'ordre de 20 € pour les appels applications. Et le problème, c'est que dans le domaine espace, on a un programme global où on est habitué à avoir de l'ordre de 200-250 € par an. Et on n'a pas que les applications à servir, on a aussi les techno-systèmes orbitaux, les techno-accès à l'espace, les services, les évolutions des filières Copernicus et Galileo, la filière SSA, SST. Donc, on a beaucoup de sujets à servir et malheureusement, on a un budget limité, quoi. Alors, on dit qu'il y a par exemple un budget de 9,6 millions pour un call et 3 projets avec un budget de 2-3 €. 3 fois 3, ça ne fait pas 9,6 et encore moins 3 fois 2. J'ai loupé un truc. Donc, 9, 6. 3 fois 3, ça fait 9. Ben oui. Je ne comprends pas le problème. Moi non plus. Oui, bah, les budgets des fois, alors quand par exemple vous avez 3 projets à 3 €, parce que en fait les budgets ne font pas forcément un nombre juste, c'est indicatif. Par exemple, quand il y a 3 projets de 3 € et que vous avez un budget de 9,6 €, effectivement, ça veut dire qu'il y aura 3 projets, mais les projets peuvent faire 3,1, 3,2 et après la commission, elle ajuste, et effectivement, il peut y avoir, un budget restant et c'est pour ça aussi qu'il y a des projets qui sont sur liste de réserve. Et il peut y avoir à la fin, avec l'argent qui reste, un autre projet. Alors là, sur un projet comme ça sera difficile, on ne sait jamais. Il peut y avoir un 4e projet qui passe si la somme de tout ce qui reste fait plus de 3 €. On n'est pas à l'abri, par exemple, s'ils considèrent que c'est un sujet important, qu'il y ait un 4e projet qui soit retenu avec les restes d'autres appels par ailleurs. Donc, ça, c'est l'alchimie des repêchages de la commission et de l'EUSPA. Les comptes ne sont jamais justes à la commission, ça, il faut le savoir. C'est comme ça. C'est indicatif. Ça donne des ordres de grandeur, c'est tout, au départ.
Eh bien, oui, je pense que si vous n'avez plus de questions, on espère sincèrement que cette session vous aura apporté des informations et des réponses à vos questions, des velléités également, surtout. C'est ce qui nous importe, savoir que si vous souhaitez participer sur des appels à projets, donc en particulier ceux de 2022, eh bien, nous serons toujours à votre disposition pour affiner tout besoin dans la constitution de votre candidature, jusqu'à la recherche de partenaires, entre autres, par exemple. Ça fait aussi partie des difficultés souvent rencontrées. Merci à nos intervenants. Merci à vous qui nous avez suivis. Et on espère vous dire à bientôt. Avec plaisir. Alors, je préciserai que certains d'entre vous ont sollicité des rendez-vous individuels avec les PCN. Donc, il vous sera en fait présenté un message vous sollicitant sur les dates de disponibilité que vous avez. Et puis, en fonction de ces dates, eh bien, nous organiserons en one-to-one avec vous ces rendez-vous individuels. Donc, merci à tous et bon après-midi sous le soleil. En tout cas, je crois que c'est pour tout le monde, donc je ne peux pas me tromper sur cette météo. Merci.